Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Veuillez noter que cet appel conférence est enregistré. En ce moment, tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous exigez l'aide d'un opérateur durant cet appel, veuillez s'il vous plaît composer l'étoile suivi du 0 sur votre clavier téléphonique. Si vous exigez le support web, veuillez s'il vous plaît utiliser la fonction chat sur votre écran. J'aimerais maintenant céder la parole à votre modérateur. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, on est très heureux que tant de vous ayez pu vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Jean-Michel Mercier. Je suis gestionnaire de programme à la Commission de santé mentale du Canada et je vais être le modérateur de la présentation aujourd'hui. Donc, quelques petits points importants avant de commencer. Premièrement, vous allez remarquer que deux diapositives différentes sont présentement visibles sur votre écran. À la gauche, il y a la présentation en français. À la droite, celle en anglais. Dépendamment de la grosseur de votre écran, l'information sur certaines des diapositives durant la présentation pourrait être difficile à lire. Il est donc recommandé de choisir la langue dont vous préférez et de rendre ces diapositives plein écran. Ceci peut être fait en cliquant sur les 4 flèches diagonales en haut à droite de la présentation dont vous voulez. C'est le bouton Full Screen. C'est important de noter qu'en faisant cela, par contre, vous perdez la boîte de discussion. Vous allez donc devoir revenir à la vue normale si vous voulez poser des questions. Pour revenir à la vue normale, veuillez bouger votre souris jusqu'au-dessus et cliquer sur les mêmes 4 flèches diagonales en haut à droite. Si vous préférez garder la vue comme elle est avec les deux présentations, le lien de téléchargement pour le programme qui va être présenté est affiché dans la boîte de discussion. L'information qui sera difficile à voir sur les diapositives est aussi disponible dans le programme comme tel. Vous pouvez donc télécharger le programme et voir l'information de cette façon-là. Pour ce qui est des questions, n'hésitez pas à poser les questions soit en anglais, soit en français directement dans la boîte de discussion à n'importe quel moment durant la présentation. Par contre, dû au grand nombre de participants, les questions vont seulement être répondues durant la période de questions à la fin. Si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez surtout pas à écrire dans la boîte de discussion. On va faire notre possible pour venir vous aider. Finalement, considérant le sujet de la présentation d'aujourd'hui, je vous invite à prendre connaissance du numéro du centre de détresse de votre région et de ne pas hésiter de les contacter si jamais vous sentez comme si vous en avez besoin. Donc, sans plus tarder, notre conférencière pour la présentation d'aujourd'hui est co-autrice du programme de prévention, professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, chercheur du groupe McGill d'études sur le suicide et les membres du réseau québécois de recherche sur le suicide, dépression et les troubles associés. Donc, je suis très heureux qu'elle puisse être ici avec nous aujourd'hui et je vais passer la parole au Dr Monique Séguin. Oui, alors bonjour, messieurs, dames. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai un peu d'écho. J'espère qu'on va pouvoir régler ça. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Commission de la santé mentale du Québec, du Canada, Jean-Michel Mercier et l'équipe technique d'avoir planifié et organisé ce webinaire. Donc, le programme Être prêt à agir à la suite du suicide a été développé avec mes collègues Françoise Roy, Tania Boilard. Ce programme a été développé après un long processus de travail. Donc, 4 étapes. Une première étape pendant laquelle nous avons rencontré des gens qui ont déjà mis en place des programmes de postvention. Donc, qu'est-ce qui fonctionnait? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Ensuite, une longue revue de littérature de plus de 450 articles a été revue pour être capable de voir quelles sont les meilleures pratiques actuelles. Ensuite, nous avons consulté un nombre important de programmes existants et nous avons identifié toutes les actions qui ont été recommandées dans différents programmes. Nous avons fait une liste de toutes ces actions-là que nous avons soumis à un jury d'experts qui s'est prononcé sur l'aspect intéressant, juste ou pas de chacune des actions. Ensuite, chacune de ces actions-là, nous les avons placées dans une mesure spécifique qui a fait en sorte de créer le programme actuel. Lorsque le programme a été écrit, nous l'avons distribué à une trentaine de personnes qui l'ont lu, qui en ont fait l'évaluation, pour arriver à la proposition que je vous fais aujourd'hui. Donc voilà,
on débute et j'aimerais remercier bien sûr mes collègues Françoise Roy et Tania Boilard, l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. Pourquoi mettre en place un programme de prévention après un suicide? Est-ce qu'il faut que ces programmes soient spécifiques lorsqu'il y a un décès par suicide ou est-ce que tous les événements stressants, dramatiques, traumatiques peuvent être inclus dans un programme comme celui-là? Donc, pourquoi mettre en place un programme? Ensuite, pour qui? Et pourquoi il faut mettre en place un programme? Et 3e question, comment on met en place un programme? Donc, pour ce qui est de la première question, pourquoi mettre en place un programme de prévention après un suicide? Parce que de façon générale, un décès par suicide peut générer un impact, un retentissement d'une certaine façon sur le milieu, sur les individus qui font partie de ce milieu-là ou qui sont à l'extérieur du milieu. Et il y a certains individus qui peuvent être plus vulnérables individuellement et qui peuvent être plus ébranlés par l'impact du milieu et qui seront beaucoup plus à risque de reproduire un geste suicidaire. Donc, au niveau de l'impact du milieu, il faut voir que lorsqu'il arrive un décès par suicide dans un milieu, le décès peut, dans certains cas, créer une désorganisation du milieu, qui peut être assez subite dans certains cas, peut créer un certain nombre de confusions quant à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce qu'on l'a su, est-ce qu'on ne le savait pas, ce qui paralyse ou peut paralyser le fonctionnement habituel. Ça peut générer aussi l'émergence de tensions et de conflits entre certaines personnes dans ce milieu-là. On peut aussi se mettre à la recherche de coupables. Donc, de façon générale, ça peut créer un impact important sur le milieu. Voilà pourquoi, en 3e partie, lorsqu'on parlera de comment mettre en œuvre un programme, on aura des mesures bien concrètes pour contenir le milieu, pour essayer de ramener le milieu à un certain niveau de stabilité afin que le milieu soit en mesure de transmettre un sentiment de protection, de stabilité à tous ses membres. Ensuite, un décès par suicide pourra avoir aussi un impact au niveau des individus. Donc, évidemment, ici, il faut faire attention et il ne faut pas non plus verser dans le sentiment que s'il y a un décès par suicide dans un milieu, tous les individus vont être affectés. Bien sûr, ça peut dépendre du type de milieu dans lequel on est. Et si on parle plus spécifiquement d'un décès par suicide dans une école, par exemple, il y aura beaucoup de différences si l'école est une petite école de quartier de 200 ou 300 personnes, s'il y a des étudiants qui sont dans un programme sport-études et qui sont ensemble depuis 4-5 ans, qui voyagent ensemble, qui se connaissent tous, versus si c'est une immense école, une grande école de 5, 7, 8 000 étudiants, où il y a plusieurs campus, et que tous les étudiants ne se connaissent pas et ne savent potentiellement pas tout ce qui arrive sur le campus. Donc, la vulnérabilité sera une question individuelle, pas une question populationnelle. L'impact sur le milieu, c'est une question populationnelle, mais la vulnérabilité sera une question individuelle et qu'il faudra évaluer en fonction des individus et pas nécessairement en fonction de ce qu'on pense que tout le monde pourra ou ne pourra pas vivre parce qu'ils viennent de vivre, parce qu'un événement vient de se produire. Et donc ça, on reviendra aussi dans les mesures du programme plus tard, comment évaluer, qui évaluer et pourquoi les évaluer. Ensuite, à la jonction des deux. Et ici, effectivement, c'est probablement la raison
pour laquelle un programme de post-vention à la suite d'un suicide a des spécificités. Parce que d'autres événements, par exemple, un accident, la maladie, et même un événement terroriste, on n'a pas nécessairement ou on n'a pas la même crainte d'une répétition. Enfin, c'est toujours discutable pour un événement terroriste, mais bon, vous voyez un peu, on n'a pas nécessairement la même crainte de répétition. Par contre, dans un cas de décès par suicide dans un milieu scolaire, il peut y avoir un impact ou un effet d'entraînement possible. Ce phénomène-là est assez bien documenté. Et il commence à être documenté de plus en plus dans la littérature scientifique. Et certains résultats de recherche indiquent que 50% des jeunes qui ont été exposés à un suicide sont 2 à 4 fois plus à risque que la population générale de faire une tentative de suicide, penser au suicide, etc. On dit aussi que 1 à 4% des suicides d'adolescents surviendraient dans le contexte ou dans les suites d'un suicide d'un proche de quelqu'un qu'on connaît ou d'un suicide en grave. Donc, la question ici, c'est pourquoi il peut y avoir d'autres suicides, surtout à l'époque de l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est la période où on se cherche, la période où on essaie de s'identifier. Et dans cette période-là et le processus d'identification aux pairs, donc à nos PAIRS, donc à nos proches, est extrêmement important. Et le processus d'identification, par exemple, est-ce qu'on va s'identifier à la personne qui est décédée, peut amener certaines personnes qui souffrent déjà, j'entends bien, certains jeunes vulnérables, à envisager le suicide de plus en plus sérieusement. Et voilà la raison pour laquelle c'est important de mettre en place un programme de prévention après le suicide. Cela dit, d'autres programmes peuvent être mis en place après d'autres formes. Oui. Oui, désolé. Est-ce que c'est juste possible de s'assurer que le son sur votre ordinateur est peut-être fermé? C'est peut-être ça, il y a un petit écho encore. Effectivement, merci. Merci beaucoup. Effectivement. Est-ce que c'est mieux? Oui, je crois que oui, c'est mieux. Même pour moi, c'est mieux. Je suis vraiment désolée. Oui. Je suis vraiment désolée. Donc, voilà pourquoi c'est important de mettre en place un programme après un décès par suicide, parce qu'on craint l'effet d'entraînement. Bien sûr, l'effet d'entraînement peut être différent dans d'autres formes d'événements traumatiques, mais il est bien documenté, en fait, après le décès par suicide. Et voilà pourquoi c'est important dans des milieux où il y a des jeunes. Ça peut aussi se produire dans des milieux où il y a des adultes, mais à l'adolescence, l'identification est encore plus importante qu'à d'autres moments. Donc, voilà pourquoi c'est important de mettre en place. Deuxièmement, la deuxième question, lorsqu'on met un programme en place, on le met en place pour qui et pour faire quoi? Et en fait, on revient ici aux différences individuelles. Et de façon générale, on l'évoquait plus tôt, tous les individus du milieu ne réagiront pas de la même façon. Et ici, on est plus à la recherche de différents sous-groupes. Et de manière générale, on identifie au départ 3 grands sous-groupes à rechercher. Premièrement, est-ce que des personnes, le premier sous-groupe, c'est les personnes qui peuvent être directement touchées par l'événement. Donc ici, on parle des personnes endeuillées. Est-ce que dans le milieu, il y a des frères, des sœurs? Est-ce qu'il y a des proches dans ce milieu qui pourraient ne pas savoir ou qui pourraient être là et qui vont vivre donc des réactions très différentes du reste du groupe parce qu'eux et eux seuls vivront des réactions de deuil. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été exposées directement au suicide? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été des témoins directs?
Eux, on veut aussi les repérer assez rapidement parce qu'on veut éventuellement s'assurer et faire un dépistage et s'assurer, suivre l'évolution du processus pour s'assurer que les gens ne développeront pas une réaction de stress post-traumatique, par exemple. Donc, on va essayer d'identifier rapidement les groupes les plus exposés. Et ici, il faut penser un peu, par exemple, lorsqu'on lance une roche dans un lac, bien, évidemment, il y a des cercles entre les cercles qui sont plus près de la roche versus ceux qui s'éloignent et qui s'éloignent et qui s'éloignent. Le groupe 1, c'est le premier cercle. Le groupe d'individus les plus proches de l'événement. Ensuite, le deuxième groupe, on parle ici de personnes vulnérables. Donc, on parle de personnes dans le milieu qui ne connaissaient pas nécessairement l'individu qui s'est suicidé, mais qui ont déjà des éléments de vulnérabilité. Donc, ces personnes-là peuvent représenter un certain risque parce qu'ils peuvent s'identifier à la personne décédée si on ne fait pas attention. Ils peuvent, la désorganisation du milieu peut aussi les amener à recevoir moins d'aide, à recevoir moins de soutien, à avoir moins accès au réseau habituel, peut les amener à augmenter leur niveau de vulnérabilité. Et si le niveau de vulnérabilité augmente et que ceux-ci vivent d'autres événements, ils peuvent se retrouver eux-mêmes dans des situations de crise suicidaire. Donc, dans un deuxième temps, il y aura un deuxième groupe. Et ensuite, troisième groupe, c'est toute la population. Bien sûr, toute la population n'est pas nécessairement à risque, mais sera potentiellement touchée par le décès de quelqu'un, par le suicide de quelqu'un dans un milieu à différents niveaux. Et dans la population, on ne sait pas non plus l'évolution de chaque individu de la population en général. Mais il y a des individus qui pourront rester dans une stabilité, alors que certains autres pourront développer au cours de l'année académique des vulnérabilités qui sont dues à d'autres choses. Mais comme il y a eu un suicide dans l'école, potentiellement que le suicide de l'école, c'est aussi un rappel de ce qui peut se produire. Donc, on est ici face à trois groupes différents et c'est bien important de reconnaître qu'il ne faut pas donner le même soin à tous les individus de l'école, mais varier les soins en fonction des sous-groupes différents. Et donc, les sous-groupes, le premier sous-groupe, donc le sous-groupe numéro 1, nous choisirons plutôt des interventions ciblées. Donc ici, ça vise des personnes, les interventions ciblées, ce sont des interventions précoces, adaptées aux personnes endeuillées ou aux personnes qui ont été des témoins directs de l'événement. Ensuite, pour le deuxième sous-groupe, on trouvera et on développera des interventions sélectives, donc des interventions de repérage et des interventions qui vont aider à diminuer la présence des facteurs de risque, trouver des meilleures stratégies d'adaptation pour faire en sorte que les sous-groupes vulnérables ne deviennent pas des groupes à risque. Et au niveau de la population générale, ce qui est souvent important et ce que la recherche démontre, c'est d'augmenter la capacité de connaissance, de repérage, d'auto-identification de difficultés, trouver des bonnes stratégies. Et plus le milieu est en santé, plus le milieu est résistant, plus le milieu est capable d'être résilient, plus le milieu pourra faire face, s'aider et s'entraider devant des situations difficiles. Donc, si on regarde la diapositive suivante, les types d'interventions en fonction des niveaux de groupe, on voit bien ici comme une pyramide que la partie en rouge, la pointe de la pyramide, représente un beaucoup plus petit nombre d'individus que la pièce du bas en bleu foncé, la partie du bas en bleu foncé, qui représente toute la population. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut moduler nos interventions en fonction des sous-groupes,
Mais en même temps, il ne faut pas offrir la même intervention à tout le monde de façon universelle. Ça, au niveau de la recherche scientifique, on le voit bien, il y a plusieurs types d'interventions qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas recommandées. Et ça, on va pouvoir y revenir plus en détail lorsqu'on va parler dans la troisième partie de la mise en œuvre du programme. Mais ici, je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a une petite population de personnes endeuillées et de gens qui ont pu être témoins du décès par suicide. Il y a un certain nombre d'individus qui sont vulnérables, qui ne sont pas toujours faciles à identifier dans un milieu scolaire, mais qu'il faut être capable éventuellement de repérer. Et ensuite, il y a toute la population. Donc, il faut quand même réfléchir en fonction de sous-groupes, de grands groupes, et de planifier nos interventions en fonction des 3 grands groupes possibles. Donc, lorsqu'on pense à intervenir, beaucoup de programmes avaient ou ont comme limite souvent d'intervenir beaucoup, mais à très court terme, ce qui n'est pas nécessairement le plus efficace. Pour intervenir dans un programme comme celui-ci, on parle d'un programme multimodal, donc plusieurs interventions en cascade, certaines interventions simultanées, mais il faut être capable de rester dans un milieu sur un long terme parce que le développement des difficultés, l'impact individuel pourra beaucoup être plus long à stabiliser que l'impact sur le milieu. Et souvent, lorsqu'on intervient à trop court terme, on stabilise le milieu, mais on ne reste pas suffisamment longtemps pour s'assurer qu'il n'y a pas de développement de difficultés au niveau individuel. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de développer un programme en 4 grandes phases. Se préparer. Et on verra dans quelques instants l'objectif de la préparation et pourquoi la préparation est si importante. Au moment de l'événement, qu'est-ce qu'on doit faire au moment de l'événement? Qu'est-ce qu'on fait immédiatement après l'événement? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à moyen et à long terme? Et dans beaucoup de programmes, l'évaluation scientifique démontre que c'est vraiment la partie 4, les suites à moyen et à long terme, qui font souvent défaut dans les programmes de prévention à la suite de suicide. Donc, de façon générale, je disais plutôt que le programme est multimodal. Donc, on propose ici 10 mesures. Certaines des mesures vont se faire à différents moments en fonction de l'événement, en fonction du décès par suicide. Il y a des mesures qui vont se faire simultanément. Il y a des mesures qui vont se faire pendant une période et il y a des mesures qui vont durer sur de nombreuses périodes. Donc, ce qu'on voit ici, dans la diapositive, 4 étapes, 4 moments. Donc, le moment de la préparation, le moment de l'événement, où ici, il peut y avoir 3 mesures. Les mesures d'urgence, les mesures de communication et les mesures pour repérer tout de suite les individus qui auraient pu être témoins du décès par suicide ou les endeuillés. Après l'événement, l'analyse, la situation, la communication qui se maintient, les situations de commémoration qui commencent, dont les questions commencent à se poser là, mais qui peuvent durer longtemps parce qu'il peut y avoir des commémorations une année après, etc., etc. Le soutien aux intervenants. On continue à faire un repérage ou à soutenir les individus qu'on a déjà repérés au moment de l'événement, donc les personnes endeuillées et les personnes qui ont pu être exposées. Et on commence à repérer les individus plus à risque et à moyen et plus long terme, on met en place des mesures universelles pour toute la population pour venir renforcer le milieu et on fait un bilan. Donc, de façon générale, on voit ici que les 10 mesures
vise à atténuer l'impact sur le milieu et à atténuer l'impact sur les individus. Il y a des mesures plus spécifiques qui viennent atténuer l'impact et contenir le milieu. Et on voit ici dans la première partie de ce graphique-là vis-à-vis l'école que toutes les mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 visent à contenir le milieu, visent à stabiliser le milieu. Alors que les mesures 7, 8, 9 et 10, en fait, visent surtout à repérer, identifier, intervenir, soutenir les personnes qui vivent des souffrances individuelles. Donc, il faut être capable de faire les deux, mais en même temps, lorsqu'on met sur pied un programme, lorsqu'on met en œuvre un programme comme celui-là, les mêmes personnes ou la même personne ne peut pas nécessairement être responsable de toutes les mesures. Voilà pourquoi ça prend une équipe et voilà pourquoi il faut être capable de se préparer à la mise en place d'un programme afin que s'il arrive un événement comme un décès par suicide, qu'on soit prêt. Évidemment, la préparation ne veut pas dire qu'on souhaite bien sûr développer le programme, mais si malheureusement il arrive un événement, nous serons prêts. Donc, ce qui suit et les planches qui vont suivre seront toutes un peu développées de cette façon-là. Donc, il y aura une planche, il y aura pour chacune des mesures, parce que là, je vais parler de chacune des 10 mesures de façon un peu plus spécifique. Donc, on verra ici dans la planche, et vous allez probablement être un peu irrité parce qu'il y a beaucoup d'informations sur chacune des planches. C'est très petit. J'aime autant vous le dire tout de suite et je m'en excuse. Vous verrez que c'est une capture, en fait, d'écran de ce qui est dans le programme. Comme le disait Jean-Michel, à la fin du webinaire, vous allez avoir accès à tout le programme et vous pourrez voir tout ce qui est indiqué. Pour l'instant, je ne vais pas nécessairement discuter chacune des actions, mais on va faire un tour pour voir chacune des 10 mesures, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, je vous disais ici les actions. Et les actions, je vous disais que dans une des activités qu'on a fait pour mettre en place ce programme, nous avons regardé les programmes existants. Nous avons retiré des programmes existants toutes les actions qu'on proposait. Donc, on en est arrivé avec une grille de 190 actions bien différentes les unes des autres, que nous avons soumis à un jury d'experts pour trouver un consensus, donc ce qu'on appelle la méthode Delphi, pour identifier quelles actions sont importantes à mettre en place et quelles actions ne font plus partie des bonnes pratiques, ne sont pas nécessaires ou peuvent même créer des effets iatrogènes. Donc, par effet iatrogène, j'entends des effets négatifs. Donc, sur les 190 actions que nous avions repérées, les experts que nous avons consultés ont fait un consensus et nous avons retenu 128 actions. Les 128 actions sont réparties selon les 10 mesures qu'on va voir plus loin, chacune d'elles. Pour chacune des mesures, on fait une liste de tâches préalables, donc une espèce de petit check pour savoir si on a bien préparé cette mesure-là. Et on vous offre aussi, on a préparé des outils qui peuvent vous venir en aide pour réaliser chacune des mesures. Donc, vous verrez bien dans le programme que tous les outils sont en annexe, sont à la fin et vous aurez accès à tous les outils que nous avons développés. Donc, la mesure 1. Donc, vous voyez, je m'excuse encore une fois parce que c'est très petit. Ici, on parle de l'organisation du milieu. En fait, il y a 6 grandes étapes à l'organisation du milieu. Et l'important ici, il y a 6 grandes étapes, il y a des actions, il y a des tâches à faire et il y a des outils qui sont proposés. Au niveau des mesures ici et de la préparation, la chose importante, c'est d'aller chercher l'adhésion du milieu. Et je pense que plus on va chercher l'adhésion du milieu,
on en parle avant. On va chercher l'adhésion pas juste de nos collègues, pas juste de l'équipe psychosociale, mais chercher l'adhésion de l'administration. C'est extrêmement important. Donc, on voit ici donc, les outils, ici, quelles sont les conditions gagnantes pour assurer un déploiement. Et il y a aussi des outils ici, par exemple, qui fait quoi et comment on élabore le programme. En fait, les conditions gagnantes, j'aimerais revenir là-dessus, c'est vraiment l'appui et l'engagement de la direction. La disponibilité des ressources, et ça, la disponibilité des ressources, il faut un peu le prévoir avant. Si, par exemple, il y a un décès par suicide et que dans l'école, il y a un psychologue ou un travailleur social à mi-temps, est-ce qu'éventuellement, on pourra avoir la part de ressources qui viendra d'un centre de prévention de suicide, qui viendra d'un CLSC, qui viendra d'un autre de services publics? Il faut le prévoir à l'avance, créer des ententes, s'assurer que le soutien soit là. Il faut aussi être capable de former les gens à l'avance. Bien sûr, il arrive un événement, parfois on apprend au moment, mais si on a un minimum de formation, si les gens savent ce qui va se passer, si les gens sont capables de savoir quoi repérer, il y aura moins de panique. Le milieu va être capable d'absorber un peu mieux l'événement et d'être prêt à agir. La définition, donc, de qui va faire quoi. Et ici, c'est important, chacun a un rôle, il ne faut pas nécessairement, et il va y avoir, et en général, il y a du travail pour tout le monde. Donc, tout ça, c'est la préparation du milieu, et dans la préparation, plus on est capable de mettre en place les conditions gagnantes, plus la mise en œuvre du programme, lorsque le programme va se produire ou on devra le mettre en œuvre, sera mieux exécuté. Ensuite, le déploiement, évidemment, être capable de respecter les mesures dans chacune des phases, mais aussi l'engagement à ne pas arrêter trop tôt. Et la plupart des programmes et la plupart des évaluations des programmes de postvention pointent le fait que les interventions sont trop à court terme. Et si les interventions sont trop à court terme, par exemple, si les intervenants sont là pour une semaine ou 2 ou 3 semaines, généralement, les gens qui ont été exposés à un événement développeront des symptômes ou des troubles de stress post-traumatique 4 semaines après l'événement. Les personnes qui développeront et qui seront endeuillées, le premier mois du deuil, c'est le choc, c'est la période de désorganisation. Ce n'est pas nécessairement la période pendant laquelle le deuil est le plus difficile. C'est les personnes qui développeront, par exemple, des troubles anxieux, ce n'est pas nécessairement la première semaine. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est important de poursuivre les activités au-delà des premières semaines. Donc, ça, c'est toutes les conditions nécessaires pour l'organisation, pour la préparation. Lorsqu'on est préparé, il peut arriver, s'il arrive un événement, on est dans des mesures d'urgence. Évidemment, par rapport à un suicide, le suicide peut se produire dans le milieu scolaire, mais c'est plus rare. Souvent, le suicide arrive dans le milieu privé et l'école l'apprend. Mais si le suicide arrive dans l'établissement, bien sûr, ici, il faut mettre en place des mesures d'urgence et de protection. Dans les mesures d'urgence et de protection, encore là, il y a plusieurs étapes, et ici, on propose 6 étapes différentes, très logiques, en fait, qui sont de faire appel aux policiers, aux mesures d'urgence, et à partir du moment où on fait appel aux mesures d'urgence, évidemment, ce sont eux qui ont la responsabilité des lieux. Il faut, et c'est eux qui vont prendre en charge ce qui se passe dans le milieu. Ça, on est bien conscient de ça. Mais il faut quand même que l'établissement soit capable de prévoir au moins certaines mesures, peut-être en préparation, de protection pour rassurer les jeunes. Je vous donne un exemple bien concret.
il y a un certain nombre d'années, pour ceux qui sont au Québec, vous vous souvenez qu'il y a eu une fusillade au Collège d'Austin à Montréal, donc au début des années, au début de septembre 2006. Mon équipe de recherche et l'équipe avec laquelle je travaille a été mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux quelques mois après pour faire l'évaluation du programme de postvention qui a été mis en place à la suite de cet événement-là qui a touché quand même beaucoup de personnes. Nous avons fait l'évaluation. Et ce qui était intéressant dans les mesures d'urgence et ce qu'on a vu, c'est évidemment pour ceux qui se souviennent, ça s'est produit au début septembre, c'était une fusillade, le milieu était très chaotique, les étudiants couraient dans tous les sens pour fuir l'établissement. Il y avait un afflux important d'ambulanciers, de véhicules d'urgence, de policiers de toutes sortes qui envahissaient les lieux. Et tout près du centre-ville où s'est passé l'événement, il y avait un CLSC, il y avait un centre de crise, etc. Donc, les intervenants du CLSC, des centres de crise, tous les intervenants qui avaient une formation au niveau de la crise ont mis leur dossard et sont accourus au collège au moment où ça se produisait pour offrir leur aide. Évidemment, les policiers ne les ont pas laissés passer. Après, lorsque nous, on a fait l'évaluation, les intervenants de crise nous disaient, mais nous, on était prêts, nous, on voulait intervenir auprès des jeunes, on avait de la compétence, mais on n'a pas pu avoir accès aux jeunes. Lorsqu'on a rencontré les policiers nous disaient, mais qu'est-ce que c'est ça? Nous, on sécurise les lieux, pourquoi ces gens-là voulaient-ils avoir accès aux lieux? Donc, on voit ici qu'on n'était pas bien ajusté au niveau des valeurs. Et lorsqu'on a rencontré les jeunes qui étaient là, qui fuyaient en tous sens et qu'on leur demandait à eux, qu'est-ce que vous auriez souhaité à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vouliez? Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient rentrer à la maison. Ils voulaient parler à leurs parents, ils voulaient être dans les bras de leurs parents, ils voulaient se retrouver dans un milieu de protection, de sécurité. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était un téléphone pour appeler à la maison. Donc, on voit ici qu'au moment où l'urgence se produit, on a des besoins ou des perceptions de besoins différents. Donc, il faut être capable d'ajuster ensemble, et tout cet ajustement-là se fait aussi dans la partie de la préparation. Lorsqu'arrive l'urgence, le temps de faire, c'est d'avoir des mesures de protection, de rassurer. Est-ce qu'on a un lieu où les jeunes, où les personnes peuvent se rassembler? Est-ce que les parents savent qu'ils peuvent venir chercher leurs jeunes à tel endroit? Si ce sont des mineurs, est-ce que les bons parents viennent chercher les bons enfants, etc. Donc ici, il faut penser à des mesures de protection plus qu'à des mesures d'intervention. L'intervention psychosociale ne se fera peut-être pas tout à fait à ce moment-là. On pense à des mesures de protection et en même temps, on se souvient et on commence à identifier quelles sont les personnes qui auraient pu être directement, qui auraient pu être des témoins directs, quelles sont les personnes qui semblent avoir des réactions. On garde cette information-là, mais généralement, l'intervention psychosociale se fait un petit peu après. La mesure 3, maintenant. Donc, justement, lorsque les mesures d'urgence ont quitté et ont remis les lieux, ou lorsqu'on apprend que quelqu'un, un enfant, un jeune s'est suicidé et que tout le monde arrive à l'école en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, avant de se précipiter et faire pour faire, il faut être capable d'analyser la situation. Donc, cette boucle-là, en fait, qui est ici, qui est l'analyse de l'événement, le choix des mesures à prendre, l'application et la réalisation des mesures et le retour se fait continuellement, constamment. Ça ne se fait pas une fois sur tout le programme, mais au début, ça peut se faire à tous les jours. On le fait avec l'équipe et on analyse la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures à mettre en place là? Est-ce qu'on les a bien réalisées? Quels ont été les résultats? Et on reprend l'analyse. Donc, il faut être capable de faire l'analyse et pour bien évaluer chacune des actions qu'on prend.
Et ici, il y a un outil qu'on a mis en annexe qui est la grille d'analyse de l'événement. Vous pouvez utiliser celle-ci comme vous pouvez rajouter des éléments, mais ça peut vous donner une indication déjà au départ de « OK, on rassemble l'information et c'est sur la base de cette information-là qu'on devra développer une stratégie et développer qui fait quoi et qui fait quoi de façon séquentielle ou concomitante. » La communication. Donc, évidemment, ici, au niveau de la communication, c'est extrêmement important parce qu'il y a une communication interne qu'il faut être capable de contenir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est nécessaire de dire à chaque fois et de dire à tout le monde qu'il s'agit d'un suicide? De plus en plus, les bonnes pratiques et la littérature suggèrent, lorsqu'il s'agit d'un suicide, en fait, d'agir et de dire les choses, à peu près les mêmes choses qu'on dirait si c'était une autre forme de décès. Alors, si c'est aussi un enfant qui décède d'un cancer, d'un accident de la route, est-ce qu'on l'annonce à tout le monde? Encore là, ça peut dépendre de la grandeur de l'établissement. Est-ce que tout le monde se connaît? Si c'est un établissement de 5 000, 6 000, 7 000 personnes, est-ce qu'on l'annonce à tout le monde? Pas nécessairement. Alors, il faut ici être capable d'avoir les mêmes repères lorsqu'on parle de suicide que lorsqu'on parle, par exemple, d'un autre type de décès. Et de dire que c'est un suicide, c'est possible, mais de parler du moyen de suicide, ça, la littérature est claire, il ne faut pas en parler. Si, vous, pour toutes sortes de raisons, vous choisissez de dire qu'il s'agit d'un suicide, ne divulguez pas le moyen du suicide parce que divulguer le moyen du suicide, ça crée un effet néfaste et ça peut donner des idées de moyens à ceux qui n'en ont pas déjà. Donc, qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire d'être dit? Comment le dire? Et qui est le messager? Donc ça, ce sont des questions importantes et les mesures qui sont proposées là visent à répondre à ces questions-là. Offrir du soutien. Et à chaque fois qu'on donne de l'information, il faut dire où on peut aller chercher du soutien. Peut-être qu'il y a des gens qui souffrent, voici, il faut aller chercher du soutien. Et ça, plus on offre et plus on donne de l'information quant à ce qui est bon, ce qui peut aider, le soutien qu'on peut avoir, ça crée un effet de protection et ça diminue l'effet de contagion. Donc ça, au niveau de la communication interne, c'est une chose. Mais au niveau de la communication externe, via les médias sociaux, ça, c'est un autre problème, une autre difficulté pour lesquelles on n'a pas toujours les moyens de faire face. Et on sait aussi qu'une communication néfaste ou une médiatisation quand même négative d'un décès par suicide peut entraîner un effet de contagion, un effet d'entraînement, ce qu'on appelle en termes scientifiques l'effet Werther. C'est important d'essayer de contenir cette dimension-là, d'y travailler, de trouver des stratégies pour y travailler. Qui doit le faire? Qui peut le faire? Comment? C'est une autre question. Ça peut dépendre des milieux. Les questions sont difficiles. Mais en fait, si un milieu trouve des messages haineux, par exemple via les réseaux sociaux, il faut intervenir et il faut être capable de demander aux policiers d'intervenir. Au niveau, et ici vous avez aussi dans les outils les suggestions de l'Organisation mondiale de la santé pour comment intervenir sur les réseaux sociaux. Au niveau des mesures de commémoration, par exemple, encore là, il peut y avoir un choix d'un milieu de faire ou de ne pas faire des commémorations. La question ici, c'est d'être capable de ne pas arriver à des situations excessives sur le coup de l'émotion et obliger toute une école à entraîner toute une école dans une commémoration où les gens ne comprennent pas exactement tout ce qui se passe, pourquoi ils sont là, etc., etc. Généralement, et de plus en plus, ce qu'on dit, c'est que les activités de commémoration sont plus de l'ordre du privé, potentiellement,
que du milieu public. Cela dit, je pense qu'il faut voir aussi avec les jeunes de l'école, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le faire, et les aider à bien choisir le mode de commémoration pour ne pas créer des effets iatrogènes, donc des effets où, par exemple, si on demande à tout le monde de sortir de l'école et de lancer des ballons, ben, peut-être que quelqu'un qui est vulnérable, qui subit des mauvais traitements, qui est intimidé par ses pairs, qui vit des difficultés, pourra se dire, ben tiens, si je mourais et tout le monde me lancerait des ballons. Donc, vous voyez un peu comment une commémoration exagérée peut créer des effets néfastes. Donc, il faut être capable ici aussi, de bien mesurer le type de commémoration qu'on peut contenir. Ensuite, le soutien des intervenants. Effectivement, le soutien des intervenants, c'est bien important parce que ici, tout le monde peut aider. Et lorsque les intervenants savent ce qui va se passer, et je parle ici de tout le monde dans l'école, que ce soit de la personne qui travaille à la cuisine jusqu'au directeur d'école, tout le monde peut avoir un rôle, tout le monde peut agir comme une sentinelle, tout le monde peut contenir le milieu, tout le monde peut transmettre le sentiment, c'est moi l'adulte, on va s'occuper de vous, on va vous protéger. Et quand il arrive un décès par suicide, plus les adultes sont capables d'avoir ce rôle-là, mieux ce sera. La mesure 7, maintenant, et là, les mesures 7, 8, 9, on rentre dans des mesures de recherche de souffrance individuelle. Donc, la mesure 7, ici, on cherche les individus qui auront été le premier groupe, les endeuillés. Est-ce que dans l'école, il y a des frères et des sœurs, des copains, copines, amoureux de la personne qui vient de se suicider? C'est important parce que ces individus-là vivront un deuil. Ce n'est pas toute l'école qui est en deuil. Ce sont les individus qui ont perdu un proche. Donc, les individus qui ont perdu un proche, on va intervenir auprès d'eux et on va leur offrir du soutien. Les individus qui ont été exposés, on va leur offrir un soutien précoce. Je fais une petite parenthèse ici. Pendant des années, on a fait des activités de débriefing. Le débriefing n'est pas une activité recommandée. Je le dis encore, le débriefing n'est pas une activité recommandée. On ne recommande pas de faire des groupes, de mettre tout le monde ensemble pour que tout le monde discute de comment ils se sentent. Cette activité-là augmente le niveau de stress et de tension et de désorganisation plutôt qu'il ne contient l'individu. Donc, on est ici beaucoup plus dans la recherche des individus en souffrance et dans une intervention plus individuelle que dans une intervention de groupe. Donc, ensuite, et ici, vous avez des outils aussi de repérage pour les individus ciblés. Ensuite, je vois que le temps passe vite, je vais m'accélérer un peu. Au niveau des mesures sélectives, ici, c'est la recherche des groupes à risque. Et ça, c'est un défi parce que les individus à risque dans une école, qui sont-ils? Où sont-ils? Et pour les identifier, il faut demander aux professeurs, il faut demander aux gens qui travaillent dans l'école, il faut demander aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux directeurs d'école, qui sont dans l'école les jeunes qui ont des difficultés, qui sont vulnérables, qui sont en échec, qui ont été victimes peut-être d'intimidation, qui sont les jeunes qui ont des difficultés. Et peut-être que ces jeunes-là, on peut, sans nécessairement tous se précipiter sur eux, mais on peut quand même, de façon stratégique, s'assurer qu'ils ont de l'aide, s'assurer que les difficultés ne vont pas en augmentant, mais offrir de l'aide, par exemple, à certaines personnes qui auraient peut-être déjà un certain nombre de difficultés. Donc ici, c'est important parce que plus on est capable d'aller chercher des individus à risque, des aider avant que les difficultés n'arrivent, c'est important. Et ça, dans beaucoup de programmes, et entre autres,
D'ailleurs, beaucoup de programmes ont été développés, surtout aux États-Unis, beaucoup après les homicides et les fusillades dans les milieux académiques. Et on sait qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et la littérature s'est beaucoup développée aussi à travers ce type de programme-là. Et dans la plupart des cas, les individus qui ont fait un passage à l'acte, qu'il soit homicidaire, suicidaire ou homicide-suicide, c'était des individus qui étaient souvent identifiés et connus. Voilà la raison pour laquelle c'est important d'être capable d'identifier les individus vulnérables parce que ce sont des individus souffrants, blessés, et plus on les aide, moins ils seront peut-être, on espère, à risque de faire un passage à l'acte et de créer de nouvelles souffrances pour eux ou dans le milieu scolaire. Ensuite, les interventions, et il y a des outils ici de repérage et d'intervention sélective. Ensuite, les mesures universelles. Et pour les mesures universelles, on parle ici de mesures, par exemple, comme l'école en santé. Ce type de programme-là, les programmes de promotion du mieux-être, les programmes de prévention d'intimidation, des programmes de sentinelle. Évidemment, on ne les met pas en place 2 jours après l'événement, mais quelques mois après l'événement, on met en place ce type de programme-là pour éviter justement un appauvrissement, une difficulté. Et plus un milieu est capable d'être en santé et en santé mentale, plus le milieu sera résilient et plus les personnes du milieu auront appris des choses positives. Et enfin, la mesure 10, le bilan. Les bilans sont extrêmement importants et malheureusement, malgré les programmes qui existent, malgré les quelques analyses qui existent, on manque d'informations. Donc, je vous encourage, si vous devez mettre en œuvre un programme, d'en faire le bilan. Et moi, je rêve quand même d'un site web où les individus, les milieux qui auront mis en place des programmes de prévention pourront déposer un bilan, évidemment, dénominalisé pour que toute la communauté puisse profiter de l'expérience des autres. Et ça, malheureusement, on n'est pas encore rendu là, mais on peut souhaiter que ce soit un développement dans l'avenir. Alors, je vous remercie de votre attention et il reste quelques minutes. On est prêt à répondre à des questions. Oui, merci beaucoup, Dr. Séguin. Comme mentionné, on va commencer la période des questions. Il est possible qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont posées. Si jamais c'est le cas, je vous inviterai à télécharger le programme qui a été présenté aujourd'hui, voir si votre question est possiblement répondue dans le document. Sinon, surtout de ne pas hésiter de m'envoyer un courriel directement. Mon adresse courriel va être dans la boîte de dialogue et je ferai parvenir les questions au Dr. Séguin. Il y a aussi, j'ai vu plusieurs questions en lien avec la disponibilité des diapositives présentées aujourd'hui. Je vais confirmer que les diapositives ainsi que le lien pour l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui vont être circulés dans les jours qui suivent. Donc, l'enregistrement va être affiché sur le site de la commission et les diapositives vont être circulées. Donc, c'est ça. Si vous avez, on a quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre dans la boîte de dialogue. S'il y en a qui doivent quitter, on vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'être ici avec nous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Donc, une question de Marie-Claire Charret qui demande si un tel type de programme qui existe pour les tentatives de suicide. Oui. Est-ce que c'est bon? Jean-Michel, c'est bon? Je réponds? Oui, exactement. Oui, merci. Oui, alors Mme Charret, merci pour votre réponse. Et c'est effectivement délicat parce que le décès par suicide, c'est public. Hein? Et le décès, en général, c'est public, on le sait. Alors que la tentative de suicide, c'est privé.
Et là c'est délicat parce que quelqu'un, un enfant ou un jeune ou un adolescent, un adulte qui fait une tentative de suicide, est-ce qu'il faut déployer un programme parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une tentative de suicide? Et on ne peut pas nécessairement divulguer cette information-là parce que c'est de l'ordre du privé. Donc non, en général, il n'y a pas de programme pour les tentatives de suicide, mais ici, ce qu'on peut quand même penser que cette capacité-là de repérer dans l'entourage de la personne qui fait des tentatives de suicide s'il y aurait d'autres jeunes, par exemple, qui sont vulnérables et d'intervenir individuellement, pas en groupe, mais individuellement, auprès des proches, des amis, d'autres personnes qui sont autour de la personne qui a fait une tentative de suicide. Parfait. Donc, ça touche un peu à la question aussi qu'Isabelle Côté vient de poser, qui était, si elle comprend bien, nous devons privilégier vraiment les rencontres individuelles et non en groupe, par exemple une classe. Effectivement. Ce qu'on sait, ce que la littérature démontre, c'est dans une classe, par exemple, tout le monde n'est pas atteint et affecté de la même façon. Demander à 24, 25, 30 jeunes de raconter comment ils sont, ça crée un effet où on augmente le niveau de stress. Ça crée toutes sortes d'informations que certains savaient, certains ne savent pas. Donc, ça crée des effets iatrogènes, des effets néfastes de l'intervention. Donc, non. Le mieux serait de dire, par exemple, s'il vient d'arriver un décès par suicide, serait peut-être de dire, mais là, on va prendre cette période-là pour lire. On ne fera pas d'examen aujourd'hui, on va prendre la période pour lire. S'il y a des gens qui ont besoin de rencontrer un psychologue, un travailleur social, l'infirmière, venez m'en parler. Et là, vous intervenez. Vous ne laissez pas la classe sortir tous ensemble, puis s'en aller en quelque part. Le mieux, c'est de contenir. Le mieux, c'est de dire, oui, on est triste, oui, on est là, on va avoir une petite période de recueillement. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez utiliser cette période-là. Donc, c'est mieux de faire ça que de faire de l'intervention en grand groupe. Cela dit, il peut y arriver par moment qu'on fasse une intervention à 2 ou à 3, mais une intervention en classe, non, ça ne fait pas partie des pratiques recommandées. Non. Merci beaucoup, Dr. Séguin. Donc, je suis conscient du temps. Je sais qu'il est presque 13 heures. Donc, ce que je vais demander, c'est, je sais que, donc, Mylène Audin, je suis désolé, je sais que vous posez une question en termes des grandes différences avec l'ancien programme de prévention. Ce que je vais demander, si c'est possible, encore une fois, juste de m'envoyer, s'il y a d'autres questions, m'envoyer un courriel. Soit vous pouvez répondre, j'ai envoyé aussi les détails du webinaire d'aujourd'hui, donc vous pouvez répondre directement à ce courriel ou vous pouvez, mon courriel a été affiché un petit peu plus tôt dans la boîte de dialogue. Et encore une fois, les diapositives, le programme est disponible aussi sur le site de l'AQPS. Les diapositives vont être circulées et l'enregistrement aussi. Donc, une dernière fois, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être là avec nous. Puis encore un gros merci au Dr. Séguin d'avoir pris le temps aussi de venir présenter le programme. Merci à vous tous. Au revoir.